Bienvenue à tous, Afrique Presse, l'actualité en débat sur RFI et TV5 Monde. C'est avec Ousmane Diaye, TV5 Monde, Marie-Roger Biloa, Africa International, Laurent Despas, Kwasi.com. Au menu de cette édition, en Côte d'Ivoire, Souleymane Kamaraté Koné, alias Soul to Soul, arrêté et écroué à la suite de la découverte d'une cache d'armes en mai dernier chez ce proche de Guillaume Soro, l'actuel président de l'Assemblée nationale. Au Kenya, l'opposant Raila Odinga se retire de la présidentielle du 26 octobre, faute d'avoir notamment obtenu la recomposition de la commission électorale. Et puis au Libéria, à l'issue du premier tour de l'élection présidentielle, eh bien, les résultats partiels dont on dispose place en tête l'ex-footballeur George Weah, mais on ne sait pas plus, on n'en sait pas plus à l'heure où nous enregistrons ce vendredi matin Afrique Presse. D'abord, ce nouveau rebondissement donc après la découverte d'une cache d'armes en Côte d'Ivoire, cache d'armes enfermant plusieurs tonnes d'armes dans une villa de Bouaké dans le nord du pays. C'était en mai dernier. Et le propriétaire des lieux, Souleymane Kamaraté Koné, chef du protocole et très proche du président de l'Assemblée nationale Guillaume Soro, a été arrêté et écroué ce lundi à Abidjan. Les explications du procureur de la République de Côte d'Ivoire, Adou Richard. Il ressort des éléments de l'enquête que la détention et la dissémination de ces armes de guerre de manière illégale et ensuite leur mise à disposition visait la déstabilisation de l'État. Monsieur Koné Kamaraté Souleymane a été interpellé ce lundi 9 octobre 2017. Une information judiciaire avec mandat de dépôt a été ouverte contre lui et toute autre personne concernée. Voilà, Souleymane Kamaraté Koné, qualifié aussi Ousmane Diaye par la presse d'ombre de Guillaume Soro. Il est très amer, M. Koné, du fond de la Maca, la prison centrale donc d'Abidjan. Il explique sur un ton accusateur qu'à travers lui, le président Alassane Ouattara, il le nomme, vise Guillaume Soro. Je suis en prison, affirme-t-il, à cause des armes qui ont mis, dit-il, Alassane Ouattara au pouvoir. Alors, la ligne de défense de ce lieutenant de Soro et vétéran de l'ex-rébellion des Forces Nouvelles qui ont aidé M. Ouattara contre Laurent Gbagbo, sa ligne de défense est on ne peut plus claire. Oui, c'est le revers de la médaille pour Ouattara. Quand on prend le pouvoir quelque part par les armes, faut s'attendre à un moment donné à gérer la question de qu'est-ce qu'on fait des alliés mécontents, des jeux de pouvoir. Et puis la chose la plus importante, ça démontre que quelque part, que, en tout cas une partie de la classe politique ivoirienne n'a pas renoncé au projet de la violence politique. Pour moi, il y a une brèche qui a été ouverte qui n'a jamais été réglée. On peut refaire l'histoire, on peut tout dire, mais de fait, Ouattara est entré au palais en délogeant par la force, en tout cas par les armes, avec l'aide de la France. Laurent Gbagbo. Quoi qu'on puisse dire, on peut dire l'élection, il a gagné, il n'a pas gagné, ça on n'en sait pas. Mais le fait est qu'il a été installé au pouvoir grâce à la fois les forces nouvelles, donc Kamaraté et compagnie, et l'armée française. Donc je pense qu'à un moment donné, il faut qu'on règle cette question de la violence politique. Et je pense qu'une partie de l'alliance fragile qui s'était mise en place à l'époque, sans qu'aujourd'hui il y a une menace, il y a plusieurs menaces de l'après-Ouattara. Et du coup, c'est pas étonnant qu'ils anticipent parce que ça n'a pas encore explosé. Tout cela pour dire que la Côte d'Ivoire reste très fragile et que la guerre civile, la réconciliation nationale, Ouattara a beau dire oui, on l'a dépassé, non. Alors Laurent Kwasi.com, rappelons-le, est basé à Abidjan, en Côte d'Ivoire. Vous êtes un observateur attentif à la fois de l'actualité politique ivoirienne depuis de nombreuses années. Alors, est-ce à dire aujourd'hui, avec cette arrestation de Koné, alors que Guillaume Soro était, semble-t-il, en visite à Moscou, à l'invitation de la Douma, est-ce que l'arrestation de Koné signifie que c'est une nouvelle étape dans cette guerre qui s'annonce entre Guillaume Soro et Alassane Ouattara, qui lui avait fait des promesses, semble-t-il, non tenues? Quelle guerre qui s'annonce? Une guerre qui est déclarée, plutôt. L'arrestation de Soul to Soul
lance clairement la guerre officieuse entre Ouattara et Soro. On sait très bien, et on l'observe, que Soro a des ambitions présidentielles et Ouattara menace ou ambitionne de se représenter. Ça fait plus aucun doute. Et en tout cas, ce qui se passe, c'est un peu... Il le conteste, mais en tout cas, il n'y a pas de position claire. On est dans un bal d'hypocrisie, si vous voulez. On sait, Ouattara n'a toujours pas dit s'il se présentait ou pas. Il a changé la Constitution récemment pour le permettre. Mais en attendant, il peut se représenter. Et s'il se représente, Soro sera son principal opposant, normalement, si ça va comme ça. Et le problème qu'il y a, c'est que tout est fait aujourd'hui pour faire en sorte que Guillaume Soro ne se présente pas à la présidentielle de 2020. Donc, parce qu'il ne fait pas partie du cercle, c'est un ancien leader étudiant, chef rebelle, il ne fait pas partie du sérail, on va dire ivoirien, c'est pas un bourgeois non plus, il n'a pas le même parcours que certains. Il a quand même eu un parcours louvoyant. À un moment donné, avec Gbagbo, il l'a laissé... Gbagbo est son mentor. Oui. Et c'est pour ça d'ailleurs qu'aujourd'hui, il rassemble, on observe que les Gbagboiens, comme on l'avait inventé le terme sur Kwasi pour un peu comprendre le jeu qui se passait au FPI à l'époque, les Gbagboiens, certains se rapprochent clairement de Soro en se disant... Nous, notre objectif, c'est que Ouattara s'en aille coûte que coûte. En 2020. Et on voit en Soro le seul potentiel à le virer. Il faut quand même rappeler qu'en Côte d'Ivoire, moi j'observe 5 vrais leaders politiques, 5 mecs de poids. Après, il y a d'autres qui peuvent faire de la com ou dire, mais 5 mecs qui pèsent. Il y a Alassane Ouattara, Henri Konan-Bédié, Charles Blé Goudet, Laurent Gbagbo et Guillaume Soro. Il y en a 2 qui sont en prison. Il y en a un qui est allié, mais qui croit encore, peut-être naïvement, je ne pense pas, mais qu'il aura le retour de la médaille avec l'appel de Daoukro pour 2020, en espérant que Ouattara lui cède la place au PDCI, en tout cas pour la suite. Mais ne soyons pas dupes. Dans son parti, ça travaille pour l'autre option, l'autre hypothèse. C'est-à-dire qu'au sein du RHDP, ou voire le parti unifié, on prépare une nouvelle candidature RDR à la présidentielle de 2020 où le PDCI se retrouvera coincé. Donc le PDCI, si on observe aujourd'hui les rapprochements entre Bédié et Soro, en témoignent les nombreuses, réunions qu'ils ont eues à Paris ensemble. Oui. Voilà. On se dit aussi que tout le monde, comme je dis, comme Ouattara n'a pas clarifié sa position, officiellement, tout le monde joue un peu le jeu, mais officieusement, on observe des guerres, dont celle avec Soro et Bédié peut-être qui viendrait soutenir Soro pour un clan anti-Ouattara en 2020. Marie-Roger. Alors là, j'entends beaucoup de politique fiction. Premièrement, la Constitution, la révision de la Constitution n'a pas... la nouvelle Constitution n'autorise pas Ouattara à se représenter et ce n'est pas son objectif, je ne crois pas. Bon. Deuxièmement, Soro n'est pas un ennemi de Ouattara. C'est très important de le dire. Peut-être un rival maintenant, non? Non, alors justement, ça, vous dites rival dans la mesure où vous estimez que Ouattara pourrait se représenter. Non. Je pense que ce qui se passe, c'est qu'on a Soro qui a le parcours qu'on sait, qui a pesé de tout son poids justement pour l'arrivée au pouvoir de Ouattara et qui est un allié. Mais seulement, c'est un allié incontrôlable qui a gardé des moyens de coercition, des moyens militaires en main. Et ça, à un moment donné, beaucoup ont observé Ouattara, on lui a un peu reproché de ne pas régler le problème militaire une fois arrivé au pouvoir. Et ça, ce n'est pas, juste pour terminer, et ça, ce n'est pas pour pas te contredire, mais modifier, porter un amendement, ce que tu dis. C'est pas parce qu'on arrive au pouvoir par les armes qu'après les armes sont un problème. Non, c'est quand on arrive au pouvoir par les armes et qu'on est un civil. Voilà. C'est-à-dire on n'est pas chef militaire soi-même, on n'est pas militaire soi-même. Alors revenons-en au pacte, Marie-Roger, au pacte entre Soro et M. Ouattara. Ce pacte prévoyait que M. Soro serait le dauphin de Ouattara. Voilà, or, cette révision constitutionnelle prouve tout le contraire. Et donc, Guillaume Soro, évidemment, se rebiffe. Et aujourd'hui, finalement, c'est l'homme à abattre, oui ou non? C'est vrai que Guillaume Soro a vu ses ambitions contrariées par tout ce qui est... par ce qui a découlé de la Constitution amendée. C'est vrai. Mais je dis, il faut aussi dire que Soro a le droit d'être ambitieux, il a le droit de vouloir être président, il a déjà tout fait. Bien sûr, parce que, mais bien sûr qu'il a le droit, parce qu'on fait comme si c'était un crime de vouloir succéder à Ouattara. Mais quand on accuse directement Ouattara, c'est quand même ignorer qu'il y a beaucoup de coteries autour de lui. Hein, c'est-à-dire, il y a beaucoup de gens qui estiment que c'est... Oui, il est le chef, mais il y a beaucoup de gens... Bien sûr. Mais vous ne me laissez pas finir. Qui estiment qu'il faut contrer M. Soro parce qu'il est beaucoup
beaucoup trop puissant et qu'il a une armée derrière lui. Parfait. Et qu'ils ne sont pas forcément Ouattara. Voilà, alors Soro, alliance avec lui quand ça a arrangé M. Ouattara pour s'emparer du pouvoir. Maintenant, il est lâché, donc il va se rebiffer. Alors, quelle est la prochaine étape? Koné est en prison. Est-ce que Soro va être débarqué de la présidence de l'Assemblée nationale? Moi, en tout cas, je ne sais pas Ousmane. précisément quelle est la prochaine étape, mais l'affrontement est inévitable entre deux ambitions qui se heurtent. C'est-à-dire, même si, à supposer qu'on sorte de la politique fiction, comme vous dites, et qu'on considère que, OK, Ouattara ne se présente pas, et derrière Ouattara, il y a toute une liste d'ambitieux. On est d'accord. Comme Bagayoko, qui veulent aussi dégager. Il y a tellement de monde qui veulent dégager Soro que Voilà, donc il ne on peut est pas d'accord. éviter l'affrontement. Voilà, un dernier mot. Affrontement ou pas, Laurent? Moi, je m'en tiens à ce qui s'est passé aussi au dernier Très congrès vite. du RDR. Il y a eu des nominations plutôt qu'une élection. Et il se dit, dans Abidjan, il y a eu le choix. Il y avait le choix de la base et le choix de la case. Apparemment, Soro aurait pu être le choix de la base, mais c'est le choix apparemment de la case. En tout cas, c'est le choix de la De la case base, c'est qui a pas fini. sûr. Hein. Qui a prévalu. Voilà. Et l'on passe au Kenya. Au Kenya, à cette décision de l'opposant Raila Odinga de se retirer de l'élection présidentielle programmée au 26 octobre, après l'invalidation du scrutin du 8 août par la Cour suprême du Kenya. Le résumé du sujet par Ilan Taoufiki de TV5 Monde. Raila Odinga a battu le rappel. L'exécutif de la coalition d'opposition qu'il préside est là. Les journalistes ont été sommés de venir. L'opposant a une annonce à faire. À 15 jours du scrutin présidentiel, Raila Odinga jette l'éponge. Il ne concourra pas. Et il explique pourquoi. Nous sommes arrivés à la conclusion que la commission électorale n'a pas l'intention d'entreprendre les changements au niveau de ses opérations et de son personnel pour garantir que les illégalités et irrégularités qui ont conduit à l'invalidation du scrutin du 8 août ne se reproduisent pas. Tout indique que l'élection prévue le 26 octobre sera pire que la précédente. Ces exigences, une réforme profonde de la commission électorale, épinglée par la Cour suprême pour sa responsabilité dans le fiasco du scrutin d'août dernier. 1 mois et demi que Raila Odinga l'exige, vitupère, menace, en vain. Mais ce qui semble avoir précipité sa décision, c'est l'examen en urgence par le Parlement d'une modification de la loi électorale, à la demande d'Ohuru Kenyatta. L'objectif, renier le pouvoir de la Cour suprême, la seule instance qui échappe à la mainmise du président kényan. Le retrait de son adversaire ne semble pas contrarier Uhuru Kenyatta, bien au contraire. Alors mon ami, j'apprends que vous vous retirez après nous avoir fait tourner en rond, après avoir dépensé plus de 10 milliards de shillings pour aller à cette élection. De l'argent que nous aurions pu utiliser pour reconstruire des routes, pour construire des hôpitaux. Que se passera-t-il dans les prochains jours ? Raila Odinga, lui, a appelé à des manifestations avec un seul cri de ralliement. Pas de réforme, pas d'élection. Voilà, Ousmane Diaye, donc Raila Odinga, le rival de Uhuru Kenyatta, estime que les conditions ne sont pas réunies pour qu'il aille donc à cette nouvelle présidentielle du 26 octobre. Et il dénonce une fois de plus, notamment la composition de la commission électorale. Donc on est dans une impasse. Ce qui est étonnant, c'est que Kenyatta a de l'audace, et pas pour le meilleur, pour le pire. Comment imaginer, alors que les conditions du premier scrutin étaient contestables, tenir la promesse qu'il a faite au lendemain quand même de l'annulation de la Cour suprême? Il avait dit dans un meeting qu'il va régler aux juges, je vais leur régler leur compte. Et c'est ce qu'il fait dans l'entre-deux tours. Tout le monde s'attendait à ce qu'il soit réélu pour dire ok, la Cour suprême, je la bride. Là, en plein match, c'est comme si dans un match de football, pendant la mi-temps, vous êtes dominé, vous êtes malmené, tu dis ok, je règle le compte de l'arbitre. Et voilà, je change les règles du jeu. Et je change les règles du jeu. Et en plus, la seule instance qui était autonome, qui a quand même fait passer la Cour suprême, là, ça y est, elle est tenue. Et malgré tout, il faut saluer quand même le courage des juges de la Cour suprême, qui ont un courage admirable, qui ne flanchent pas, malgré quand même cette menace que Kenyatta fait planer. C'est catastrophique. Alors le changement de règles du jeu, Laurent, c'est que le Parlement, dominé par la coalition de Uhuru Kenyatta, a voté donc une loi réformant le code électoral, donc au milieu du gué, permettant finalement, en cas de retrait d'Odinga, que Uhuru Kenyatta soit confirmé président. Oui, mais en même temps, on ne sait pas si, jusqu'à présent, on ne sait pas si cette présidentielle du 28 octobre se tiendra ou pas. Voilà. Parce qu'elle est à l'examen
la demande de retrait d'Odinga. Maintenant, ce qu'on sait aussi, c'est que c'est aussi Odinga, c'est un sacré animal politique. C'est un gars de réseau, il est malin. Donc là encore, on parlait de la Côte d'Ivoire tout à l'heure, on rentre un peu dans un schéma aussi d'escalade, un schéma d'affrontement. Maintenant, qui sera le plus fort constitutionnellement ? On verra, mais effectivement, les institutions ont donné une bonne image, d'ailleurs, en annulant le scrutin. La question de qui sera plus fort, la question est réglée par le Parlement l'autre jour. C'est-à-dire, à partir du moment où l'instance de recours, on diminue ses pouvoirs, ce que dit Hassan, c'est vrai. C'est-à-dire, la loi votée au Parlement comporte l'idée que si Odinga n'est pas candidat, Kenyatta est déclaré vainqueur, mais aussi, alors, il anticipe un éventuel deuxième... Une nouvelle présidentielle. Oui, c'est ça. C'est-à-dire, de toute façon, il verrouille le système. Si Odinga n'est pas candidat, il est élu. Si Odinga, d'aventure, la Cour suprême dit OK, il faut qu'il y aille, etc., il a réduit, de fait, ça marche de manœuvre. Marie-Roger. Il y a quand même un développement. C'est qu'il y a un des candidats qui a contesté, qui a demandé, voilà, si lui ne se présente pas, est-ce que nous, on peut se présenter ? Du coup, la commission électorale a autorisé tous les autres candidats à se présenter. Ça dit, si vous voulez... Voilà. Donc, ça a ouvert le jeu. Ça veut dire que Raila... qui est en train de s'exclure du jeu, et que si d'autres se présentent, ils ne vont pas être élus, parce que la machine, on a bien vu que ce n'est pas une élection normale, ce n'est pas une élection free and fair, c'est clair, mais s'ils s'excluent du jeu... Mais le jeu est joué d'avance, le problème il est là. Mais de toute façon, est-ce que c'est le bon jeu est pour joué lui? d'avance aujourd'hui. Mais c'est pareil. Pareil, il était joué d'avance aussi lorsqu'il s'est présenté. Mais entre-temps, il y a eu un fait majeur. La Cour suprême qui a fait balancer à l'époque l'annulation en faveur d'Odinga, aujourd'hui, elle est bridée dans l'entre-deux-tours. Juste un mot. Est-ce que la Cour suprême, justement, qui a dénoncé les manquements de la commission électorale, n'est pas allée jusqu'au bout en demandant finalement la recomposition de cette instance électorale, chose qu'elle n'a pas faite. Elle n'a pas faite. Ce sera un coup dur aussi pour les institutions et aussi pour la crédibilité un peu du pays. Moi, je pense qu'on va clairement vers un rapport de force. Il y a un jeu politique, il y a un rapport de force. Et là encore, qui gagnera, on verra. Mais sauf que les manifestations que vous annoncez ont été annulées, d'ailleurs. Oui, absolument. On a cette masse noire là, des manifestations possibles, etc., parce qu'il a un grand pouvoir de mobilisation. Bien sûr. Mais j'insiste que si le processus électoral est maintenu et que Odinga n'en fait pas partie, on ne va pas invalider les élections pour ça. Alors que si on était intéressé à une situation où il y a juste un candidat et avec tout le différent et puis le contentieux qu'il y a derrière, on aurait pu aller vers une invalidation de l'électeur. Mais si je peux me permettre, quand même, avec cette commission électorale sanctionnée par la Cour suprême, on se dit bien que même si elle n'est pas changée, elle sera quand même surveillée. Donc, je me dis surveillée ou pas, je ne sais pas. Ousmane, oui, un dernier mot. Est-ce qu'on ne risque pas de retomber, de basculer dans des violences, finalement, comme en 2008 ? Je pense que ça... C'est à craindre. On risque d'y aller. Et puis, encore une fois, comme en 2008, la responsabilité de Kenyatta va être très, très lourde. N'oublions jamais qu'il a dû comparaître à la CPI. Et là, moi, je pense que vu son attitude, quand même, qui est une escalade... Et William Ruto, Odinga veut le pousser à la faute. Cette sorte de radicalité, il est au bord de la faute. C'est clair. Pour moi, changer la loi dans l'entre-deux tours, moi je pense que si ça dégénère, il aura une responsabilité. Exactement, et Odinga le sait. Ils sont complètement incapables d'organiser des élections là-bas aussi. Chacun joue là-bas aussi. Alors, on va parler, si vous le voulez bien, d'une autre élection, et on retourne en Afrique de l'Ouest. C'est le premier tour de l'élection présidentielle du Libéria, un scrutin qui a connu une forte mobilisation. Il y a 2 millions, un peu plus de 2 millions d'électeurs dans le pays, donc on a constaté une forte mobilisation, un engouement. Et au moment où nous enregistrons cette émission, ce vendredi matin, les résultats partiels, très partiels, placent en tête George Weah, l'ex-star du foot et sénateur depuis 2014. Donc, ces résultats placent en tête George Weah. Et il est suivi du vice-président Joseph Boakai. Alors, il faut constater que finalement ces résultats n'ont pas été donnés dans les temps annoncés. Ce qui laisse craindre peut-être des manœuvres en coulisses. Hélas, après, ce qui peut... mon espoir, c'est que Sirleaf, bizarrement, étrangement, est dans une sorte de position de neutralité. La présidente sortante. La présidente sortante, assez étrange, finalement, parce que son vice-président, donc son dauphin consacré, Boakai, est dans la course.
elle n'a jamais assisté à aucun meeting, elle n'a jamais affiché de soutien. Donc s'il y a donc je me dis que l'appareil d'État, s'il est mobilisé, je ne crois pas qu'il soit mobilisé pour Boakai qui est une fraude pensée, conçue. Par contre, je pense qu'il peut y avoir fraude des dérapages parce que le pays est dans un état de délabrement hérité de la guerre civile, l'état civil est défaillant, etc. Donc je pense que j'ai plus peur des conditions d'organisation qui retardent l'élection et ouvrent malheureusement la voie à plusieurs manipulations qu'une volonté de fraude d'un pouvoir sortant qui veut se maintenir. Alors, voilà, certains candidats, déjà, Marie-Roger, parlent de manipulation, justement. Oui, on en parle, mais ce qui frappe vraiment pour moi, c'est que en 12 ans, il n'y a pas d'homme politique qui est réellement émergé. C'est-à-dire qu'on regarde au Libéria. Et si bien que George Weah, qui a absolument aucune expérience de rien du tout, à part d'être un brillant footballeur. C'est une expérience. Et les sénateurs, à part d'avoir été un brillant, légendaire footballeur, et qui jusqu'à maintenant, a fait preuve de beaucoup d'amateurisme. J'ai vu, par exemple, les gens qui l'entourent, c'est une bande de zozos complètement, c'est des fans. Il y a l'ex-épouse de Charles Taylor, l'une des épouses de Charles Taylor. Ça, c'est maintenant l'alliance un peu plus politique qui l'a conclue. Et donc, ça montre que c'est la seule force qui est en train d'émerger réellement. Et des hommes politiques qui auraient pu être, je dirais, plus convaincants ne le sont pas. Ils sont restés dans la médiocrité, ils n'ont absolument rien fait. Peut-être parce qu'ils sont déçus. C'est ça que je veux dire. Personne, ils n'ont pas émergé. Je pense à Bromskin, on a vu ça ailleurs, sur le terrain depuis longtemps. Et on a un footballeur qui, un recours, je dirais, un ancien footballeur qui est un recours douteux, je le dis, il est très sympathique, mais je ne sais pas s'il va être il peut être un bon président. Un président qui continue le travail de reconstruction de l'État qu'a fait Hélène Sirleaf et qui maintienne et qui puisse contribuer au développement. Oui, qui a axé son programme sur l'éducation. Ouais, moi je pense qu'en bon sportif, si je vais dans votre sens, il peut être une dynamique intéressante pour un pays qui est, avec Sirleaf, qui est un peu moumou, une dame de la Banque mondiale, ça fait pas, voilà, c'était vraiment très mou. Je pense qu'il il démontre qu'il est une dynamique. Hélène est partie de rien. C'est très facile de dire après coup, oui, mais il fallait voir le Libéria tel qu'il était au moment où elle a mérité. Oui, a vraiment une dynamique populaire. Et je pense que le Libéria aujourd'hui a besoin d'une. C'est ça qui et les gens râleront après politiquement pour former une coalition avec le pouvoir. C'est ça qui est inquiétant. Moi, ce raisonnement m'inquiète, c'est-à-dire pour moi une dynamique populaire qui repose sur sa personnalité d'abord, sur la notoriété passée. Attendez, oui, mais cette dynamique populaire m'inquiète parce qu'elle ne repose pas sur une vision politique. Voilà. Moi, j'ai écouté Weah, c'est-à-dire en tout cas, j'ai pas d'a priori sur le fait qu'il soit footballeur, mais son programme, quand on lui pose la question, c'est quoi? C'est mobiliser les gens, c'est des banalités. Regardez les programmes en général, tout le monde a les mêmes programmes. Non, c'est des banalités. Non. Par contre, Boakai, et puis le discours, on peut être contestable, etc., est beaucoup plus charpenté. Moi, ce qui m'inquiète, c'est qu'il mobilise, il est une figure, il est une icône, mais est-ce qu'on fait un bon président sur une icône, sur une iconocratie? Non, c'est même dangereux. Alors, dernière chose tout de même, on a vu parmi les 20 candidats de ce premier tour le fameux Prince Johnson, et ça nous ramène au souvenir de cette guerre qui a vraiment déchiré le Libéria entre 1989 et 2003. 250 000 morts, Marie-Roger. Voilà, il y a toujours cette ombre tragique qui plane sur ce Libéria. Et pas seulement sur le Libéria. Ça, c'est une chose qu'on peut remarquer dans beaucoup de pays africains. C'est-à-dire qu'il y a des figures tragiques, des figures... je dirais, dramatiques qui ont fait verser beaucoup de sang, des criminels qui ont versé beaucoup de sang, mais qui restent quand même populaires, qui ont encore des gens qui les suivent, soit dans leur fief d'origine, soit, parce qu'ils ont représenté quelque chose. Et je pense à lui, mais je pense aussi à quelqu'un en Guinée comme... Camara Dadis Camara. Camara, nous, on est choqués, mais dans sa région il a une popularité dans sa région. Oui, absolument. Et déjà, comme Prince Johnson, il est revenu. Et voilà, on n'a pas mis en prison parce qu'on sentait qu'il était quand même entouré et qu'il avait un peu de l'ultime mot de il n'en demande pas moins que c'est choquant. Ousmane, voilà.
Et Laurent, c'est choquant. Même espérons que le Libéria, comme je dis, soit un peu plus dynamique, un peu plus jeune, parce que c'est vrai que c'est un pays un peu oublié. On vit en Afrique de l'Ouest, nous, le Libéria, personne n'en parle, il se passe quasiment rien. Donc, sauf au moment de la crise d'Ebola, notamment. Voilà, c'est la fin de cette émission. Merci Marie-Roger Biloa, Ousmane Diaye et Laurent Depa, ainsi qu'aux équipes techniques et rédactionnelles d'Afrique Presse. Cette édition est à retrouver sur les sites internet respectifs de RFI et de TV5 Monde. Grand merci de votre fidélité et rendez-vous à la semaine prochaine.